voilà, je vous propose de poursuivre notre émission en allant vers un petit peu plus de concret, notamment de se dire, mais on en a cité déjà, hein, mais qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme expérience? Nous n'avons pas la prétention de vous dire tout ce qui se fait dans le sens d'une consommation alternative, d'une consommation plus responsable. Mais autour de nous, nous avons trouvé, vous les connaissez peut-être ou pas, hein, un certain nombre d'exemples qui se proposent à nous d'expériences de consommation autrement. Alors, non plus que des paroles, mais aussi un petit peu des expériences, d'abord filmées, puisque pour 3 domaines, le domaine des AMAP, le domaine de l'énergie renouvelable, des fours solaires et peut-être d'autres énergies. Et puis, dans le domaine du commerce équitable, nous allons vous proposer et des mini-reportages photographiques et des explications données par les participants de ces stands. Nous nous déplacerons tout à l'heure pour les visiter et dans la soirée, vous aurez bien l'occasion de discuter avec eux. Tout de suite, donc, les AMAP en photo. Ça y est, vous avez tout compris? C'est explicite? Peut-être pas tout à fait assez. On a au moins des interrogations maintenant. Ces champs, ces paniers, ces légumes. Qu'est-ce que c'est une AMAP? Alors, ceux qui connaissent, c'est bien. Ceux qui ne connaissent pas encore, avec ce petit reportage, ont peut-être des idées, mais je crois que ça demande au minimum d'être un peu précisé. Et moi, je vous propose d'aller voir des spécialistes, ils sont là-bas, donc je vous propose, vous me suivez, et puis on va aller leur demander un petit peu plus précisément qu'est-ce que c'est que cette AMAP. Nous nous dirigeons vers le stand de Jean-Marie et de Jean-Michel et Marie. À vous dire vrai, c'est leur stand parce qu'ils sont là et qu'ils ont pris de leur temps pour venir nous expliquer un petit peu ce fonctionnement des AMAP. Ils ont relativement peu de temps et je trouve que c'est important qu'ils aient pris ce temps pour venir nous expliquer. On a
proposer des légumes devant pour visualiser sont pas forcément les leurs parce qu'ils n'ont pas eu ce temps et cette possibilité. Jean-Michel, est-ce qu'on pourrait commencer par dire un petit peu, mais alors, c'est quoi une AMAP? Allez, il y en a qui connaissent un petit peu, il y en a d'autres qui ne connaissent pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Et puis, peut-être aussi, pour le particulariser, comment, toi, Marie, vous êtes arrivée dans une AMAP et qu'est-ce que c'est que ce fonctionnement? Alors, bonjour à tous. Donc, une AMAP, ça veut dire Association pour le maintien d'une agriculture de proximité ou paysanne. En fait, c'est de mettre en lien direct un producteur et des partenaires consommateurs qui nous achètent des légumes. La particularité, c'est que ça se fait sous forme de contrat. C'est-à-dire que c'est un contrat à la saison entre des gens donc, qui nous achètent des légumes et nous qui sommes producteurs. Donc, en fait, ils s'engagent, ils nous soutiennent sur toute une saison. Donc, pour nous, c'est qu'on sait que ce qu'on produit va être vendu. Donc, ça peut nous permettre de produire exactement le nombre de légumes qu'il faut pour les paniers des consommateurs. Donc, ça se passe de la façon suivante. C'est un panier de légumes par semaine sur un jour particulier. Donc, nous, on produit des légumes à Malmort et on a une AMAP donc, à Malmort le lundi et à Marseille le jeudi en fin de semaine pour avoir un débouché en début de semaine et en fin de semaine. Donc, les gens viennent pendant la distribution, comme on a pu voir sur les photos. Ça dure 1 heure de temps et c'est comme un self-service. Ils viennent avec leur panier. Ils ont déjà payé parce qu'ils payent à l'avance. Ils donnent les chèques pour toute l'année. Et on leur dit, aujourd'hui, vous avez tant d'aubergines, tant de poivrons, tant de tomates, etc. Donc le principe pour eux, c'est qu'ils mangent des légumes de saison. Ce qui n'a pas été dit sur le reportage, c'est que nous, on est certifié bio. Donc ils sont sûrs que les légumes sont bio. Le panier chez nous est à 18 €. Donc ils ont un panier de 18 € pour des légumes de saison. Le principe, donc, il passe toutes les semaines. Et nous, on sait pour qui on produit. C'est-à-dire, quand on produit dans les champs, on visualise les gens, on sait que c'est pour eux. Eux, quand ils pensent, ils savent d'où ça vient, ils savent qui est-ce qui le produit. Et il y a une autre relation entre le producteur et le consommateur. Ils viennent visiter la ferme, il y a d'autres échanges. On peut imaginer d'autres activités autour des AMAP, etc. Voilà. Merci. Alors, pour le consommateur, j'ai l'impression qu'on voit les avantages. Pour vous aussi, est-ce qu'il y a des inconvénients? Comme ça, je me dis, ça ne doit pas être simple de programmer à l'avance sur une année, de pouvoir fournir ces paniers systématiquement. C'est difficile, non? Je ne sais pas. Il y a des avantages et des inconvénients pour nous et aussi pour le consommateur. Donc pour le producteur, en fait, il faut faire un panier varié. Donc il faut maîtriser beaucoup de légumes au niveau technique. Et au niveau des surfaces, il faut avoir beaucoup de petites parcelles. Donc c'est pas, par exemple, comme on pouvait faire, pour donner un exemple, on ne va pas faire que de la salade et du melon. Il faut beaucoup de légumes pour avoir un légume varié. Donc il faut à peu près maîtriser tous les légumes. Et donc ça multiplie aussi les risques. Et l'inconvénient majeur pour la personne qui nous achète les paniers, c'est qu'il ne choisit pas ses légumes. Il a des légumes de saison et c'est la surprise pour lui. Juste un mot, parce qu'on est vraiment pris par le temps, mais qu'on va avoir l'occasion tout à l'heure de vous interroger, tous ceux qui le veulent un petit peu mieux, c'est quel développement ont ces AMAP sur la région ou sur la France? Je ne sais pas, Marie ou Jean-Michel? Jean-Michel Ce que je peux dire à ma connaissance, c'est que ça se développe beaucoup dans le sud-est. Pour vous donner une idée, dans le sud-est, il y a à peu près 90 AMAP, et dans tout le reste de la France, il y en a aussi 90. Donc le sud-est est vraiment précurseur dans ce domaine. Et tout le reste de la France suit par rapport à ce qui se fait dans le sud-est. Donc c'est très important ce qui se fait dans le sud-est à ce niveau-là. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez à disposition si des gens veulent prolonger les questions auprès de vous. Et puis je vous propose de passer au stand suivant, celui de l'énergie, des fours solaires, en regardant ensemble ce petit reportage.
Bien, voilà ces quelques photos un peu améliorées. On n'en avait pas beaucoup, alors il a fallu prolonger pour essayer de prévoir un peu qu'est-ce que était cette proposition autour d'une nouvelle énergie, des énergies renouvelables. Je vais me diriger, c'est pas loin là, c'est bien, je ne vais pas avoir tout le plateau à traverser, vers Marie, à qui on va demander de nous expliquer un petit peu, je crois bien, les fours solaires. Alors, nous voilà au stand des fours solaires. Il y en a 2 qui sont ici devant nous. Il y en a un troisième là-bas qui cherche encore le soleil. Il va bientôt passer chez le voisin parce que le soleil tourne. Marie, est-ce que je peux vous demander peut-être d'abord un petit peu comment vous êtes arrivé à, alors je ne sais pas, c'est une pro, à fabriquer, je sais pas, à acheter ce four. Comment vous êtes arrivé à vous intéresser peut-être d'abord personnellement à cette question des fours solaires? La première fois que j'ai entendu parler des fours solaires, c'était par une amie qui était partie en Afrique avec une ONG. C'est des fours qui sont, au début, qui ont été beaucoup pensés pour les zones désertiques, donc surtout au Sahara et dans les Andes, parce que les personnes là-bas cuisinent beaucoup avec le bois. Il y a des problèmes de désertification. Donc l'idée, c'était de trouver une alternative à ça. Et donc c'est l'association ULOG, une association suisse, et Bolivia Inti, qui sont sur Nantes, qui avaient mis au point ce concept de four solaire. Et donc ils travaillaient là-dessus. Vous pouvez nous expliquer un petit peu le fonctionnement, ou peut-être d'abord la construction et le fonctionnement de ce four? Oui, alors c'est vraiment très simple. En fait, c'est une caisse en bois qui est isolé avec celui-là, il est isolé avec de la laine de mouton, mais on peut mettre de la paille, enfin n'importe quoi qui peut bien isoler. Et à l'intérieur, il y a une cuve en métal qui est suspendue, en fait, qui est agrafée à un cadre, et par-dessus une fenêtre avec un double vitrage pour faire rentrer la chaleur et qu'elle ne ressorte plus. Et avec un petit couvercle réflecteur qui sert, quand la cuisson est terminée, en le rabattant, ça permet de garder la chaleur plus longtemps, et on n'a plus besoin de réchauffer le soir sur la cuisinière. Et donc on le met face au soleil 2 à 4 heures en fonction des aliments, 2 heures pour les légumes, 4 heures quand il y a de la viande ou des légumineuses qui demandent un peu plus de temps. Donc de préférence entre 11 heures et 2-3 heures de l'après-midi quand le soleil tape au plus fort. Et donc là on voit il y a 2 fours solaires, il se met en position hiver, celui-là est en position hiver quand le soleil est plus bas à l'horizon et celui-là pour la position été. Et donc dans les zones tropicales, la fenêtre est à plat parce que le soleil passe au zénith. Il n'y a pas une position nuit, non, c'est bon, matin pris. Alors, vous avez dit 2 à 4 heures. Moi, j'ai du mal même à ça cuit vraiment. J'allais dire ça cuit comment? Je suppose que c'est l'anti-micro-ondes. Ça cuit sûrement très différemment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Je vois qu'il y a là un plat creux sombre en plus. Pourquoi et qu'est-ce qui se passe? Quel est l'intérêt de ce four? Donc l'idée en effet, c'est d'accumuler la chaleur le plus possible. Donc ce four là, j'ai un petit thermomètre que j'ai pas apporté là parce que on s'en sert sur un autre stand. Ça monte à 110 degrés sans problème. Le plat noir, c'est pour attirer encore plus la chaleur. Quand on est habillé en noir, on sent que ça chauffe plus au soleil. Et donc question cuisson, là tout à l'heure Josette a mis des choses à cuire. Donc on peut voir là, il y a du petit épeautre qui est déjà cuit. On voit que les grains sont bien éclatés. Et puis c'est chaud. On est toujours surpris, on croit que ça chauffe pas, mais si ça cuit, c'est que c'est bien chaud. Il y a des pommes de terre, il y a de la quinoa, voilà. Donc c'est très bien pour faire tout ce qui est compote, les coulis et aussi tout ce qui est tagine, tous les plats avec des viandes en sauce, les pot-au-feu. Alors on peut l'utiliser donc en plein hiver. Moi j'ai déjà fait un pot-au-feu à Noël. Il gelait dehors, c'était dans les Hautes-Alpes et il n'y a pas de problème, entre midi et 2 heures, ça cuit. Merci. Donc, puis si vous pouvez renseigner ceux qui seraient vraiment intéressés, je crois que c'est quelque chose d'important. On ira peut-être voir aussi si c'est cuit là-bas sur le muret. Une petite pause, une respiration maintenant, une nouvelle respiration avec l'association Baraka, hein, c'est cela, et donc Gania Merouche, qui va nous proposer non plus de la musique cette fois, mais de nous conter l'autrement. C'est aussi bien elle qui parle que le stand qui se trouve derrière moi et qui sera filmé, mais que vous pourrez visiter tout à l'heure et vous verrez
qui a des relations. Donc, je m'avance vers Gania et puis je vous cède donc le micro. Merci. Je vous présente une petite histoire. Histoire de bouteilles plastiques. Sur le chemin caillouteux d'une promenade touristique se rencontrent 2 bouteilles plastiques. Elles sont là depuis qu'un bras énergique, sans gêne ni remords, les a balancées. Leur tête aurait pu être fracassée. Heureusement, leur substance synthétique les a préservées. Allongées sur les cailloux, quelque peu cabossées, vidées de leur breuvage bénéfique, se demandant « Quel vilain acte avait-elle commis pour mériter un tel mépris ?» Sous le soleil de midi, elles se sont regardées, bien sympathiques, elles se sont trouvées, profitant de leur forme cylindrique, l'une vers l'autre, elles ont roulé. Côte à côte, sur le chemin caillouteux de la promenade touristique, elles décident de se connaître mieux. Leur appartenance génétique n'a rien de théorique. Un petit chouïa d'organique, beaucoup de synthétique, un zeste d'à peine magique, les voilà sorties de la fabrique. À des milliards de sœurs, elles sont identiques, prêtes à servir de barriques, mais ne trouvant pas chic qu'on les traite de bourriques. Toutes 2, sous le soleil si chaud, elles lancent vers les cieux un appel fort et haut, que leur allié l'écho transporte par monts et vaux. Bouteilles, sœurs perdues, jetées, écrasées, souillées, méprisées, rassemblons-nous. Nos efforts ne sont pas caducs. Actuelle est notre logique pour un combat héroïque. Trouver la bonne tactique n'est pas un hic. À vous dont l'oubli peuple l'esprit, nous adressons la supplique dans l'attente d'une réplique. Nos chemins, nos routes, nos montagnes, nos rivières, lacs, mers, océans ne sont pas des cimetières. Électricité, technique, physique, nucléaire et plastique, ainsi que d'autres sciences antiques, sont des atouts majeurs. N'en faisons pas des tueurs. Ça et là sont sensibles à l'appel. Des consciences s'éveillent sur le front du tri. Nos bouteilles sont engagées au rang de pulls polaires. Elles sont promues sur les torses nus. Enfin, d'utilité publique, elles sont reconnues. Allez, on vous écoute à nouveau. Merci. Alors j'avais trouvé une chaussure dans la rue, une chaussure jetée. On trouve plein de choses dans la rue. Ça pollue, les gens ils les jettent et ils croient qu'ils ne s'en servent plus alors qu'on pourrait en faire des choses. Et j'avais trouvé au bas d'une tour, là-bas dans la cité, par un jour de pluie, une chaussure dépareillée, pleurée. Je l'ai rencontrée. Les larmes de son corps au ruisseau du caniveau se sont mêlées. Mon cœur s'est serré. Sur elle, je me suis penchée. « Pourquoi pleures-tu » lui ai-je demandé. « Je pleure l'ingratitude de celui dont j'ai longtemps le pied chaussé. Il m'a séparée de ma jumelle. Son ménagement de son 12e m'a jetée, répondit-elle. Alors je l'ai ramassée, essuyant ses larmes, sur mon tableau, je l'ai couchée. Depuis, les mains sur les hanches, elle prend sa revanche. C'est un tableau que j'ai peint d'après une semelle. Bon, quelqu'un me l'a pris pour quelque chose. Donc, il est là et voilà. Très bien. Voilà. Et là, voilà la semelle. Voilà. Merci Gania. Voilà la merveilleuse semelle qui a repris vie. Merci, à tout à l'heure. Voilà, on rappellera Gania tout à l'heure pour nous aider à poser un petit peu pendant notre 3e partie d'émission.